Je m'appelle Marc Dutheil, j'ai 62 ans, et j'ai passé 34 années de ma vie à la police judiciaire. 34 ans à servir ce que je croyais être la justice. 34 ans à obéir aux ordres. Et aujourd'hui, assis devant vous, je tremble. Pas de peur pour moi, non, cette peur-là, je l'ai dépassée. Je tremble parce que ce que je m'apprête à vous raconter, ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, ce que j'ai couvert pendant toutes ces années, ça dépasse l'entendement. Pendant 34 ans, j'ai obéi. Et j'ai couvert l'impardonnable. Je sais que parler aujourd'hui me met en danger. Je sais que certains vont vouloir me faire taire. Mais je ne peux plus vivre avec ce poids. Je ne peux plus me regarder dans un miroir en sachant ce que j'ai laissé faire. Alors aujourd'hui, je parle. Pour les victimes que j'ai trahies. Pour les jeunes policiers qui entrent dans ce système sans savoir. Et pour moi, peut-être, pour essayer de retrouver un peu de cette dignité que j'ai perdue en chemin. Je suis né dans une petite ville de province, dans une famille modeste. Mon père était ouvrier à l'usine, ma mère faisait des ménages. On n'avait pas grand-chose, mais on avait des valeurs. Mon père me disait toujours, la main sur mon épaule, que dans la vie, il y a ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et qu'un homme digne doit toujours choisir la justice, même quand c'est difficile. Ma mère, elle, me répétait qu'on juge un homme à sa parole, à sa capacité de regarder les gens dans les yeux sans honte. J'ai grandi avec ces principes-là, ancrés au plus profond de moi. Quand j'avais 15 ans, il y a eu un cambriolage chez nos voisins, des gens âgés, sans défense. Je me souviens encore de la vieille Madame Leroux qui pleurait dans son salon dévasté, ses souvenirs éparpillés par terre, ses économies volées. Ce jour-là, j'ai vu l'injustice en face. Et j'ai décidé que je passerais ma vie à la combattre. Je voulais être celui qui protège, celui qui rétablit l'ordre, celui qui donne une voix aux victimes. Alors à 18 ans, j'ai passé le concours de la police. Et je l'ai eu du premier coup. Je me souviens de mon premier jour à la PJ comme si c'était hier. L'uniforme sur moi, le badge qui brillait, la fierté dans les yeux de mes parents. Je me sentais invincible. Je me sentais du bon côté de l'histoire. Je croyais vraiment que j'allais changer les choses, que j'allais faire une différence. J'étais tellement naïf. Les premières années se sont bien passées. Je travaillais sur des cambriolages, des agressions, des affaires classiques. J'apprenais le métier, j'écoutais mes supérieurs, je suivais les procédures. Mais petit à petit, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Des petites anomalies, au début. Rien de très grave en apparence, mais qui me laissait un goût bizarre dans la bouche. Je me souviens d'un dossier en particulier, une affaire de trafic de drogue. On avait saisi plusieurs kilos de cocaïne lors d'une descente. Mais quand le dossier est arrivé au tribunal, il manquait 2 kilos dans l'inventaire. J'ai posé la question à mon chef, un type avec 30 ans de carrière, respecté par tout le monde. Il m'a regardé avec un sourire en coin et m'a dit de ne pas me poser trop de questions, que parfois les choses se perdent dans la paperasse. Je n'ai pas insisté. Puis il y a eu cette histoire de témoin. Une femme avait assisté à une agression violente, elle avait identifié formellement l'agresseur, un homme connu dans le quartier pour sa violence. Son témoignage était clair, précis, détaillé. Mais 2 semaines plus tard, elle s'est rétractée. Elle est venue au commissariat, les yeux baissés, et elle a dit qu'elle s'était trompée, qu'elle n'était plus sûre de ce qu'elle avait vu. Je sentais qu'elle avait peur, qu'on avait fait pression sur elle. Mais quand j'ai voulu creuser, mon chef m'a convoqué dans son bureau et m'a dit de laisser tomber, que l'affaire était close. J'ai obéi. Et puis il y avait ces coups de fil. Des appels qui arrivaient d'en haut, de la hiérarchie, du parquet, parfois même de la préfecture. Des voix que je ne connaissais pas, qui demandaient à parler au chef, et après ces appels, certaines enquêtes ralentissaient. On nous disait de ne pas aller trop vite, de vérifier encore, de prendre notre temps. Et pendant ce temps-là, les preuves se diluaient, les témoins disparaissaient, les pistes refroidissaient. Au début, je me disais que c'était normal, que la justice avait ses rythmes, ses complexités. Mais au fond de moi, un doute commençait à grandir. Un doute qui me réveillait parfois la nuit, un doute que j'essayais d'étouffer en me répétant que j'étais là pour faire le bien. Et puis est arrivé le premier dossier qui a tout changé. L'affaire qui a fait basculer ma vie. C'était un meurtre. Une jeune femme de 28 ans, retrouvée étranglée dans son appartement. Une scène de crime horrible. J'étais chargé de l'enquête avec mon équipe. On a travaillé jour et nuit.
Et très vite, on a eu un suspect. Un homme influent, un chef d'entreprise connu dans la région, avec des relations politiques. Les preuves étaient là. Son ADN sous les ongles de la victime, des témoins qu'il avait vus près de chez elle le soir du meurtre, des messages compromettants sur son téléphone. Le dossier était solide, béton. J'étais sûr qu'on allait l'arrêter, le juger, lui faire payer ce qu'il avait fait. Mais 2 jours avant l'arrestation programmée, j'ai été convoqué par le commissaire divisionnaire. Pas mon chef direct, non, le grand patron, celui qu'on ne voyait jamais. Je suis entré dans son bureau et il y avait là 2 autres hommes que je ne connaissais pas, en costume, l'air grave. Le commissaire m'a fait asseoir et m'a parlé d'une voix douce, presque paternelle. Il m'a dit que j'avais fait du bon travail, que j'étais un élément prometteur, que j'avais de l'avenir dans la police. Puis il m'a dit qu'il fallait être prudent, que le suspect en question était quelqu'un d'important, que des intérêts dépassaient cette affaire. Il m'a expliqué que les preuves n'étaient peut-être pas si solides que ça, qu'il y avait des zones d'ombre, qu'il fallait approfondir encore. J'ai protesté. J'ai dit que les preuves étaient claires, qu'on avait tout ce qu'il fallait pour l'inculper. Les 2 hommes en costume m'ont regardé froidement. L'un d'eux a posé une enveloppe sur le bureau. Il m'a dit que ma carrière était entre mes mains, que je pouvais choisir d'être un bon policier qui comprend comment fonctionne le monde, ou un idéaliste qui va se briser contre un mur. Le commissaire a ajouté que si je persistais, je serais muté dans un poste administratif, loin de toute enquête, et que ma réputation serait ternie par des rumeurs de négligence. J'ai compris. J'ai compris qu'on me demandait de choisir entre ma conscience et ma carrière. Je suis rentré chez moi ce soir-là, malade. Je n'ai pas dormi. Je pensais à la victime, à sa famille, à la justice qu'elle méritait. Mais je pensais aussi à ma femme, à mes 2 enfants, à notre maison, à tout ce que j'avais construit. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur de tout perdre. Alors j'ai fait ce qu'on me demandait. J'ai modifié mon rapport. J'ai minimisé certains éléments, j'ai suggéré des doutes sur la fiabilité de l'ADN, j'ai fait disparaître des photos de la scène de crime. L'affaire a été requalifiée, le suspect a été interrogé puis relâché, et quelques mois plus tard, tout était classé sans suite. La famille de la victime a manifesté, ils ont pleuré devant les caméras, ils ont crié à l'injustice. Et moi, je me suis tu. J'avais trahi tout ce que je croyais. J'avais trahi cette jeune femme morte. J'avais trahi mes parents et leurs valeurs. Je m'étais trahi moi-même. Et c'était seulement le début. Après cette première affaire, j'ai compris comment le système fonctionnait vraiment. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas une exception. C'était organisé, systématique, rodé. J'ai commencé à voir les mécanismes partout autour de moi. Les preuves qui disparaissaient, ce n'était pas de la négligence. C'étaient des pièces à conviction retirées discrètement des scellés, des enregistrements effacés, des échantillons biologiques perdus lors de transferts entre services. Tout était calculé, tout laissait une marge de doute suffisante pour que personne ne puisse prouver quoi que ce soit. Les experts, ces médecins légistes, ces analystes qu'on croyait neutres, certains étaient complaisants. Ils modifiaient leurs conclusions selon les besoins. Un rapport d'autopsie qui concluait à un meurtre devenait soudainement une mort accidentelle avec des éléments ambigus. Une analyse toxicologique qui montrait un empoisonnement révélait finalement des résultats non concluants. Les témoins, on savait comment les faire taire. Pas toujours par la violence, non. Parfois c'était plus subtil. Des visites intimidantes à leur domicile, des remarques sur leur famille, sur leurs enfants qui vont à telle école. Des promesses aussi, de l'argent, des emplois, des faveurs. Et quand ça ne suffisait pas, il y avait des méthodes plus directes. J'ai vu des témoins se rétracter après avoir reçu des menaces de mort. J'ai vu des gens quitter la région du jour au lendemain, terrifiés. Et nous, on notait dans nos dossiers que le témoin n'était pas joignable, qu'il avait déménagé, et l'affaire avançait sans lui. Les crimes eux-mêmes étaient requalifiés. Un viol devenait une relation consentie avec des circonstances floues. Un meurtre devenait un accident ou un suicide. Un détournement de fonds devenait une simple erreur comptable. Tout était dans la formulation, dans les mots choisis avec soin pour que techniquement, juridiquement, on ne puisse rien nous reprocher. Et puis il y avait les appels. Ces coups de téléphone qui arrivaient du parquet, de la préfecture, parfois directement de ministère. Des voix polies mais fermes qui demandaient où en était telle enquête, qui suggéraient telle orientation, qui recommandaient de ne pas précipiter les choses. On comprenait le message. On savait que derrière ces appels,
il y avait des réseaux, des intérêts, du pouvoir. Certains dossiers étaient intouchables. Quand un homme politique, un industriel, un notable était impliqué, l'enquête prenait un autre tour. On nous demandait d'explorer d'autres pistes, de vérifier des alibis qu'on savait faux, de perdre du temps jusqu'à ce que l'affaire s'éteigne d'elle-même. Et ceux qui refusaient de jouer le jeu, les policiers honnêtes qui voulaient aller au bout de leurs enquêtes, ils étaient mis au placard. Mutés dans des postes sans intérêt, harcelés par des enquêtes internes pour des broutilles, accusés d'incompétence ou d'insubordination. Leur carrière était détruite méthodiquement. J'ai vu des collègues brillants finir dans des bureaux à tamponner du papier, brisés, leur passion éteinte. Le message était clair pour tout le monde. Obéis ou disparaît. Et moi, j'ai obéi. Affaire après affaire, j'ai obéi. Je me disais que je n'avais pas le choix, que c'était comme ça, que je ne pouvais pas changer le système tout seul. Je me mentais à moi-même en me disant que je faisais quand même du bien dans d'autres dossiers, que je sauvais des vies ailleurs. Mais au fond, je savais. Je savais que j'étais devenu l'un d'eux. Et puis il y a eu cette affaire. Celle qui m'a détruit définitivement. Celle dont je ne me suis jamais remis. C'était un viol. La victime avait 14 ans. Une gamine, une enfant. Elle s'appelait Léa. Je me souviens de son visage quand elle est venue déposer plainte, accompagnée de sa mère. Elle était terrorisée, elle tremblait, elle pouvait à peine parler. Elle racontait ce qui s'était passé, avec des mots d'enfant, des mots qui me déchiraient le cœur. L'agresseur était un homme de 52 ans, un élu local, conseiller municipal, figure respectée de la communauté. Il l'avait agressée chez lui lors d'une fête où elle était venue avec ses parents. Il l'avait attirée dans une pièce, il l'avait violée pendant que les autres invités riaient au salon. L'enquête a été rapide. Les preuves médicales étaient là, sans équivoque. Le témoignage de la petite était cohérent, précis. On avait même retrouvé des messages qu'il lui avait envoyés après les faits, des messages menaçants pour la faire taire. Le dossier était imparable. Mais 3 jours après le début de l'enquête, j'ai reçu un appel direct de la préfecture. Une voix que je ne connaissais pas m'a dit que cette affaire était sensible, qu'il fallait être prudent, que l'homme en question avait des soutiens importants, qu'une accusation aussi grave pouvait détruire sa carrière et sa famille si elle s'avérait fausse. On me demandait de vérifier la crédibilité de la victime, de chercher d'éventuelles contradictions dans son récit. J'ai refusé. Pour la première fois depuis des années, j'ai dit non. J'ai dit que les preuves étaient là, que cet enfant disait la vérité, que je ne laisserais pas passer ça. Le lendemain, j'ai été convoqué par le procureur lui-même. Il était furieux. Il m'a dit que j'étais en train de ruiner ma carrière pour une affaire qui n'aboutirait jamais, que la famille de l'élu allait attaquer la gamine et sa mère en diffamation, que tout serait retourné contre elle. Et puis il a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, « Vous avez des enfants, n'est-ce pas, monsieur Dutheil? Vous savez comme il est important de les protéger. Ce serait dommage qu'il leur arrive quelque chose à cause de votre entêtement. » C'était une menace. Une menace directe contre ma famille. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai serré mes enfants dans mes bras sans pouvoir retenir mes larmes. Ma femme m'a demandé ce qui n'allait pas, je n'ai pas pu répondre. J'ai passé la nuit à tourner en rond dans la maison, déchiré entre ma conscience et la peur. Et le lendemain, j'ai fait ce qu'on me demandait. J'ai modifié mon rapport. J'ai noté des incohérences mineures dans le témoignage de Léa, des détails sans importance que j'ai gonflés pour semer le doute. J'ai suggéré que la petite était influençable, que peut-être elle avait mal interprété les gestes de l'élu. J'ai écrit que les preuves médicales n'étaient pas totalement concluantes, qu'elles pouvaient être le résultat d'autres causes. J'ai menti. J'ai trahi cet enfant. Le dossier a été classé sans suite. L'élu a organisé une conférence de presse où il s'est dit victime d'une terrible machination, où il a pleuré devant les caméras en parlant de l'honneur bafoué. Les médias ont parlé de fausses accusations, de délire d'une adolescente à problème. Léa et sa mère ont été détruites. On les a harcelées, insultées dans la rue, leur maison a été taguée. La petite a fait une tentative de suicide 6 mois plus tard. Elle a survécu, mais elle n'est plus jamais redevenue la même. J'ai appris par la suite qu'elle avait arrêté l'école, qu'elle passait ses journées enfermée chez elle, qu'elle ne parlait plus. Je l'ai tuée. Pas physiquement, mais j'ai tué son âme, sa confiance, son avenir. Et l'élu, lui, a continué sa carrière tranquillement. Il a même été réélu aux élections suivantes.
Parfois, je le voyais à la télévision, souriant, serrant des mains, parlant de morale et de justice. Et chaque fois, j'avais envie de vomir. Cette affaire, c'était la goutte d'eau. C'était le moment où j'ai compris que j'avais vendu mon âme, que je n'étais plus un policier, que j'étais devenu un complice de criminels. Mais j'étais déjà trop loin, trop compromis. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Après cette affaire, ma vie a commencé à se dégrader rapidement. Je ne dormais plus. Chaque nuit, je voyais le visage de Léa, ses yeux suppliants quand elle m'avait raconté ce qui s'était passé, sa confiance en moi, en la justice. Je l'avais trahi. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, submergé par la culpabilité. Je n'arrivais plus à fermer les yeux sans voir toutes ces victimes que j'avais abandonnées au fil des années. Toutes ces affaires que j'avais couvertes, tous ces criminels que j'avais protégés. Ça me rongeait de l'intérieur. J'ai commencé à boire. Au début, c'était juste un verre le soir pour m'aider à dormir. Puis 2 verres, puis 3. Puis j'ai commencé à boire dans la journée, discrètement, une flasque dans ma voiture, un détour par un bar avant de rentrer. L'alcool était la seule chose qui arrivait à faire taire les voix dans ma tête, les reproches, la honte. Mais ça ne durait jamais longtemps. Les crises d'angoisse sont arrivées. Des attaques de panique soudaines, au travail, au milieu d'une réunion, ou chez moi devant la télévision. Mon cœur s'emballait, je n'arrivais plus à respirer, j'avais l'impression de mourir. Les médecins m'ont prescrit des anxiolytiques. Je les prenais avec l'alcool, un mélange dangereux, mais je m'en fichais. Ma femme a commencé à me regarder différemment. Elle voyait bien que quelque chose n'allait pas, que je n'étais plus le même homme qu'elle avait épousé. Elle me posait des questions, elle me demandait ce qui se passait au travail, pourquoi je rentrais tard, pourquoi je buvais autant. Je ne pouvais pas lui répondre. Comment lui expliquer ce que j'avais fait, ce que j'étais devenu? J'avais trop honte. Alors je me refermais, je m'énervais, je lui disais de me laisser tranquille. On s'est éloigné. Les disputes sont devenues fréquentes, violentes. Mes enfants me fuyaient. Ils avaient peur de moi, de mes colères, de mon silence. Je les voyais grandir sans vraiment être là. J'étais physiquement présent mais mentalement absent, perdu dans mes démons. Ma fille aînée a cessé de me parler. Mon fils me regardait avec une tristesse que je ne pouvais pas supporter. Et puis un soir, ma femme a posé une valise dans l'entrée et elle m'a dit qu'elle partait, qu'elle prenait les enfants, qu'elle ne pouvait plus vivre comme ça. Elle pleurait en me disant qu'elle ne me reconnaissait plus, que l'homme qu'elle avait aimé avait disparu. Elle avait raison. Je les ai regardés partir et je n'ai rien fait pour les retenir. Je savais qu'ils méritaient mieux que moi. Au travail, j'étais devenu un fantôme. Je faisais le strict minimum, j'évitais les regards de mes collègues. Certains savaient, ils comprenaient ce qui se passait, mais personne ne disait rien. On était tous dans le même bateau, tous compromis, tous complices. La honte me suivait partout. Je ne pouvais plus aller au supermarché sans avoir l'impression que tout le monde me jugeait. Je voyais des victimes dans chaque visage, des accusateurs dans chaque regard. Je suis devenu paranoïaque, isolé. Je ne sortais plus, je ne voyais plus personne. Mon appartement est devenu ma prison. J'attendais juste que le temps passe, que ma carrière se termine, que tout s'arrête. J'ai pensé au suicide plus d'une fois. J'avais mon arme de service, ce serait simple, rapide. Mais je n'ai jamais eu le courage. Ou peut-être que je voulais continuer à souffrir, que je pensais que c'était ce que je méritais. Les années ont passé comme ça, dans une espèce de brouillard, entre l'alcool, les médicaments et la culpabilité. Les dernières années de ma carrière ont été pathétiques. On m'a retiré progressivement des enquêtes importantes. On m'a mis sur des dossiers administratifs, des vols de vélo, des plaintes pour tapage nocturne. J'étais devenu inutile, encombrant. Mes supérieurs me regardaient avec mépris. J'avais obéi pendant des années, j'avais fait tout ce qu'on me demandait, et maintenant qu'ils n'avaient plus besoin de moi, ils me jetaient comme un déchet. Personne ne me parlait plus vraiment. J'étais le vieux flic alcoolique qu'on cachait dans un bureau au bout du couloir en attendant qu'il prenne sa retraite. Les jeunes recrues me croisaient dans les couloirs et détournaient le regard. Je représentais ce qu'ils ne voulaient pas devenir. Et ils avaient raison. Quand le jour de ma retraite est arrivé, il n'y a eu aucune cérémonie, aucun discours, aucun hommage. Juste une poignée de main rapide du commissaire qui m'a remercié pour mes années de service d'un ton monotone, comme s'il récitait un texte appris par cœur.
Mes collègues ont à peine levé la tête quand je suis parti. J'ai vidé mon casier, j'ai rendu mon badge et mon arme, et je suis sorti du commissariat pour la dernière fois. 34 ans de carrière qui se terminaient dans l'indifférence totale. Je me suis retrouvé chez moi, seul, avec ma retraite, mes regrets et mes fantômes. Pas de famille, pas d'amis, juste le silence et l'alcool. J'ai passé des mois à ne rien faire, à regarder la télévision, à boire, à dormir. Je n'avais plus de raison de me lever le matin. Je pensais que j'allais finir comme ça, seul, oublié, jusqu'à ce que mon corps lâche et qu'on me retrouve mort dans mon appartement plusieurs jours après. C'était ce que je méritais. Mais il y a 3 mois, quelque chose s'est passé. J'étais chez moi, comme d'habitude, devant la télévision avec ma bouteille. Le journal télévisé parlait d'une nouvelle affaire, un scandale politique. Un homme influent accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes. L'enquête avançait lentement, les preuves s'accumulaient mais rien ne se passait. Les victimes témoignaient courageusement, elles racontaient leur calvaire face aux caméras. Et puis un expert invité sur le plateau expliquait que malheureusement, dans ce genre d'affaires impliquant des personnalités puissantes, la justice avait du mal à avancer, que les dossiers se perdaient, que les pressions étaient énormes. En écoutant ça, j'ai reconnu les mécanismes. Exactement les mêmes que ceux que j'avais vus pendant des décennies. Les mêmes techniques, les mêmes méthodes, le même système. Rien n'avait changé. 30 ans après mes premières affaires, c'était toujours pareil. Les puissants étaient toujours protégés, les victimes toujours sacrifiées. Et là, quelque chose s'est brisé en moi. Toute la culpabilité que j'avais essayé d'enterrer sous l'alcool est remontée d'un coup. J'ai revu le visage de Léa, de cette jeune femme assassinée, de toutes ces victimes que j'avais abandonnées. J'ai réalisé que mon silence continuait à les trahir, même des années après. Que tant que je me taisais, je restais complice. J'ai eu 62 ans il y a 2 mois. Je n'ai plus grand-chose à perdre. Ma carrière est terminée, ma famille est partie, ma santé se dégrade. Dans quelques années, je serai mort. Et je ne veux pas mourir avec ce poids. Je ne veux pas emporter ces secrets dans ma tombe. Je veux que les gens sachent. Je veux que les victimes sachent qu'elles avaient raison, qu'on les a trahies, qu'on leur doit des excuses. Je veux que les jeunes policiers qui entrent dans ce système sachent ce qui les attend, sachent qu'à un moment, on va leur demander de choisir entre leur conscience et leur carrière. Et je veux qu'ils fassent le choix que je n'ai pas eu le courage de faire. Voilà pourquoi je parle aujourd'hui. Alors j'ai un message pour les jeunes policiers, pour ceux qui commencent leur carrière avec des étoiles dans les yeux, comme moi il y a 34 ans. Écoutez-moi bien. Au début, tout va bien. Vous allez travailler sur des affaires classiques, vous allez arrêter des délinquants, vous allez avoir l'impression de servir la justice. Vous allez être fier de votre badge. Mais un jour, ça va arriver. Un dossier un peu particulier. Un suspect un peu trop bien protégé. Un ordre venu d'en haut qui ne sonne pas juste. Et on va vous demander de faire un petit compromis. Rien de grave, juste un petit arrangement, une petite modification dans un rapport. On va vous dire que c'est pour le bien de l'enquête, que c'est plus compliqué que vous ne le pensez, que vous comprendrez plus tard. Et vous allez vous dire que ce n'est pas si grave, que c'est juste une fois, que ça ne change pas grand-chose. C'est là que tout commence. C'est ce premier petit compromis qui vous met le pied dans l'engrenage. Parce qu'après, ils vous demanderont un deuxième compromis. Puis un troisième. Et à chaque fois, ce sera un peu plus grave, un peu plus difficile à justifier. Mais vous aurez déjà franchi la ligne, vous serez déjà compromis. Et ils le sauront. Ils vous tiendront. Et si vous refusez, ils ressortiront tous vos compromis précédents, ils vous menaceront, ils détruiront votre carrière. Vous serez piégé. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'ils transforment des jeunes idéalistes en complices du système. Alors mon message est simple. La première fois qu'on vous demande de faire un compromis sur vos valeurs, refusez. Je sais que c'est difficile. Je sais que vous avez peur pour votre carrière, pour votre famille, pour votre avenir. Moi aussi j'avais peur. Mais je peux vous dire aujourd'hui que le prix du silence est infiniment plus lourd que le prix du courage. J'ai gardé ma carrière pendant 34 ans en obéissant. Et regardez où ça m'a mené. Seul, détruit, hanté par mes erreurs, incapable de me regarder dans un miroir. J'ai tout perdu de toute façon. Ma famille, ma dignité, mon respect de moi-même. Si j'avais refusé dès le début, si j'avais eu le courage de dire non, oui,
ma carrière aurait peut-être été brisée. On m'aurait muté, marginalisé, peut-être même poussé vers la sortie. Mais j'aurais gardé mon âme. J'aurais pu regarder mes enfants dans les yeux. J'aurais pu dormir la nuit. J'aurais été un homme. Au lieu de ça, je suis devenu une ombre, un fantôme qui a survécu en trahissant tout ce en quoi il croyait. Alors je vous en supplie, ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Le système va essayer de vous broyer, de vous transformer en rouage docile. Résistez. Même si ça vous coûte tout. Parce que la vérité, c'est que si vous cédez, vous perdrez tout de toute façon, mais vous perdrez aussi votre dignité. Et croyez-moi, c'est la seule chose qu'on ne peut jamais récupérer. Vous entrerez peut-être dans ce métier avec l'envie de changer les choses, de faire la différence. Gardez cette flamme. Ne la laissez pas s'éteindre. Et si vous voyez un collègue qui résiste, qui refuse de plier, soutenez-le. Ne le laissez pas seul face au système. Parce que c'est notre silence collectif qui permet à tout ça de continuer. Si on se tait tous, si on obéit tous, alors rien ne changera jamais. Il faut que certains aient le courage de dire non. J'espère que vous serez de ceux-là. J'espère que vous serez plus courageux que je ne l'ai été. Et maintenant, j'ai un message pour les victimes. Pour toutes ces personnes que j'ai trahies, que j'ai abandonnées, que j'ai sacrifiées pour préserver ma carrière et ma tranquillité. Je sais que mes mots ne changeront rien. Je sais que le mal est fait, que vos vies ont été détruites, que rien ne pourra effacer ce qui s'est passé. Mais j'ai besoin de vous dire que vous aviez raison. Vous aviez raison de porter plainte, vous aviez raison de témoigner, vous aviez raison de croire en la justice. Ce n'est pas vous qui avez échoué. C'est nous. C'est moi. Je vous ai trahi. Quand vous êtes venue me voir, tremblante, courageuse, en me racontant l'horreur que vous aviez vécue, je vous ai regardé dans les yeux et je vous ai promis que justice serait faite. Je vous ai menti. J'ai pris vos dépositions, j'ai recueilli vos preuves, et puis je les ai enterrées. J'ai protégé vos agresseurs. J'ai laissé des criminels en liberté. Et quand vous êtes revenu me demander où en était l'enquête, pourquoi rien n'avançait, je vous ai donné des excuses, des explications techniques, des promesses vides. Je vous ai fait croire que c'était compliqué, que la justice prenait du temps. Mais la vérité, c'est que j'avais déjà décidé de ne rien faire. J'avais déjà choisi mon camp. Et ce n'était pas le vôtre. Je pense particulièrement à toi, Léa. Je ne sais pas si tu entendras ce témoignage un jour. Je ne sais même pas si tu vas bien, si tu as réussi à reconstruire ta vie après ce que tu as vécu. Mais je veux que tu saches que je n'ai jamais oublié ton visage, ta voix, ton courage quand tu es venu me raconter ce qui s'était passé. Tu avais 14 ans et tu as eu plus de courage que moi j'en ai eu en 34 ans de carrière. Tu as dit la vérité. Et je l'ai enterré. Je t'ai sacrifié pour protéger un monstre. Je t'ai trahi pour sauver ma carrière et protéger ma famille. Et il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi, sans que je me demande ce que tu es devenu, sans que je me haïsse pour ce que je t'ai fait. Tu méritais justice. Tu méritais d'être protégé. Et je t'ai abandonné. Je sais que te demander pardon serait obscène. Je n'ai pas le droit de te demander ça. Je n'ai aucun droit sur toi. Mais je veux que tu saches que tu n'as rien fait de mal. Que ce qui s'est passé n'était pas ta faute. Ni l'agression, ni le classement de l'affaire, ni les insultes que tu as subies après. C'était ma faute. C'était notre faute. Le système t'a broyé et j'en étais le complice. Je porte cette honte jusqu'à ma mort. À toutes les autres victimes que j'ai abandonnées au fil des années, je veux dire la même chose. Votre douleur était réelle. Vos témoignages étaient vrais. Vous n'avez pas imaginé, vous n'avez pas menti, vous n'avez pas exagéré. On vous a fait croire que vous étiez folle, que vous inventiez, que vous cherchiez l'attention. Mais c'était faux. C'était nous qui mentions. C'était nous qui protégions les coupables. Et je m'en excuse. Je sais que mes excuses ne valent rien, qu'elles ne répareront jamais ce qui a été détruit. Mais c'est tout ce que je peux faire maintenant. Reconnaître ma faute. Reconnaître que je vous ai trahi. Reconnaître que vous méritez la vérité. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Je vous demande juste de savoir que je porte ce poids, que je le porterai jusqu'à mon dernier souffle. Et que si je parle aujourd'hui, c'est aussi pour vous, pour que vos histoires soient entendues, pour que les gens sachent ce que vous avez vécu, pour que personne ne puisse dire que c'était de votre faute.
Je suis assis devant vous aujourd'hui et je réalise que je n'ai plus rien. Plus de famille, plus de carrière, plus d'amis, plus de fierté. Tout ce qu'il me reste, c'est cette confession. Ces mots que je prononce en espérant qu'ils serviront à quelque chose, qu'ils empêcheront peut-être un jeune policier de faire les mêmes erreurs, qu'ils apporteront peut-être un peu de réconfort à une victime en lui montrant que oui, le système était truqué, que non, elle n'était pas folle. Pendant 34 ans, j'ai cru servir la justice. Pendant 34 ans, je me suis levé le matin en me disant que j'étais un policier, que je protégeais les citoyens, que j'étais du bon côté. Mais c'était un mensonge. Je n'ai jamais servi la justice. J'ai servi l'ordre. L'ordre établi. Le système qui protège les puissants et écrase les faibles. J'ai été un gardien de ce système. Un rouage dans une machine qui broie les innocents et libère les coupables. Quand je regarde en arrière, quand je pense à ce jeune homme de 18 ans qui est entré dans la police avec des rêves plein la tête, je ne le reconnais pas. Il croyait en la justice, en la vérité, en l'égalité devant la loi. Il pensait qu'un policier était là pour protéger tout le monde, sans distinction. Il avait tort. Le système l'a broyé, transformé, corrompu. Et il n'a pas eu la force de résister. Ce jeune homme est mort il y a longtemps. Il est mort le jour où il a falsifié son premier rapport. Et à sa place, il ne reste qu'un vieil homme brisé, rongé par la culpabilité, qui essaie pathétiquement de racheter 34 ans de lâcheté en parlant maintenant que ça ne coûte plus rien. Mais peut-être que c'est mieux que rien. Peut-être que ce témoignage servira à quelque chose. Peut-être qu'une personne qui regarde cette vidéo comprendra comment fonctionne vraiment le système. Peut-être qu'un jeune policier décidera de ne pas suivre mon chemin. Peut-être qu'une victime se sentira moins seule en sachant que oui, elle avait raison, que le système l'a trahi. C'est tout ce que je peux espérer maintenant. Je ne cherche pas la rédemption. Je sais qu'il n'y en a pas pour moi. On ne se rachète pas de ce genre de faute. On ne répare pas des vies détruites. On ne ressuscite pas les morts. On ne rend pas l'innocence à un enfant violé. Tout ce que je peux faire, c'est dire la vérité. Avouer mes crimes. Et porter ma honte jusqu'à la fin. Alors voilà. Je m'appelle Marc Dutheil. J'ai 62 ans. J'ai passé 34 ans à la police judiciaire. Et pendant tout ce temps, j'ai couvert des crimes, protégé des criminels, trahi des victimes. J'ai servi l'ordre. Pas la justice. Je porte le poids de mes actes et je le porterai jusqu'à ma mort. Et si ce témoignage peut empêcher ne serait-ce qu'une seule personne de faire les mêmes erreurs, alors peut-être que ma vie aura eu un sens, même si ce n'est que dans les toutes dernières années. Merci de m'avoir écouté.